craque sous la neige. Eh oui, ces images ont été filmées ce matin en Italie sur une autoroute qui n'a jamais aussi mal porté son nom qu'aujourd'hui. Il s'agit de l'autoroute du Soleil et plus précisément du tronçon Florence-Bologne. Des centaines d'automobilistes y ont été surpris par d'abondantes chutes de neige. Des camions ont dérapé et se sont mis en travers de la chaussée. Et pour couronner le tout, un blizzard glacé souffle avec violence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On n'en est tout de même pas là en France, mais les caprices du temps y sont également sensibles. Des giboulées de neige ont provoqué en effet un carambolage entre une vingtaine de voitures cet après-midi sur l'autoroute A6 près de Pouilly en Auxois. Ce télescopage a fait une dizaine de blessés, peut-être même un mort. Je vous le donne au conditionnel car la nouvelle n'est pas confirmée. Monsieur Météo, vous le disiez en tout cas juste avant le début de ce journal, il faut prévoir un temps instable et frais avec des giboulées durant ce week-end pascal. Et il n'y a guère que les régions de l'Atlantique et de la Méditerranée qui devraient bénéficier en principe d'un peu de soleil. Il est à craindre que le mauvais temps rende la circulation des voitures encore plus difficile. Les départs sont toujours nombreux ce soir et les automobilistes rongent leurs freins, peut-on dire, à la sortie des grandes villes et à l'entrée des autoroutes. On peut donc leur conseiller la prudence et la patience. Et cela d'autant plus qu'une campagne lancée par la prévention routière est en train de prouver que les Français ne savent pas conduire. 27 automobilistes volontaires ont accepté de repasser leur permis de conduire à Montlhéry. Écoutez bien ceci, ils sont 5 seulement à avoir été reçus. En d'autres termes, les 22 autres, tous titulaires d'un permis, ont été jugés inaptes à conduire. Bernard Renault a pu assister à cette expérience originale de recyclage. Ces panneaux, bien sûr, vous les connaissez, vous les voyez tous les jours. Et comme vous faites partie des 19 millions de Français qui ont leur permis de conduire, vous savez conduire. Vous en êtes bien certain, regardez cette expérience. Vous prenez 27 volontaires, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, et tous titulaires de leur permis depuis au moins plus d'1 an. Organisez un examen, un vrai, avec des vrais inspecteurs, et attendez tranquillement la fin de l'épreuve. Première constatation, dès le passage de la partie audiovisuelle, 50% des candidats sont éliminés, sur des fraudes graves telles que des refus de priorité aux intersections. Deuxième constatation, les éliminés ont de 32 à 61 ans et certains conduisent depuis plus de 38 ans. Ben oui, il y a des problèmes. Et vous avez en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fautes éliminatoires. Alors là, vous ne serez pas reçu, évidemment, puisqu'il faut 32 points sur 40 et pas plus d'une faute éliminatoire. Alors vous voyez, ça c'est sur l'ensemble du code. L'ensemble du code. Tout serait à revoir, bien sûr, tout serait à revoir. Il y a combien de temps que vous aviez passé votre permis de conduire, monsieur? Il y a 30, combien? 35. 35 ans? Est-ce que ça vous a semblé beaucoup plus difficile qu'il y a 35 ans? Moins difficile. Mais vous conduisez régulièrement? On ne se fait pas du tout une idée exacte de ce qu'on est capable de faire. Écoutez, c'est au point que je me suis demandé si vous vous étiez pas trompé de grille. C'est à ce point-là que c'est... Je ne me suis pas trompé de grille. Non, bien sûr. Je pensais être un assez bon conducteur. Quelle profession exercez-vous? Je suis attaché commercial, je circule continuellement dans mon métier. Donc vous ne vous sentez pas un petit peu gêné malgré tout d'avoir ce score Je assez pense qu'il restreint? il faut que je regarde de près le code de la route à l'heure actuelle. Vous allez le faire? Oui, je vais le faire. Bon, ok, j'étais très honnête, je n'ai pas préparé du tout l'examen pour arriver vraiment en l'état habituel de la façon de conduire. Les 14 rescapés du premier tour passent ensuite la conduite. Là, en principe, pas de problème. Erreur, c'est une hécatombe à laquelle 5 seulement réchappent. 4 des vainqueurs ont entre 20 et 23 ans et un seul à 40 ans. Cause des échecs, mauvais passage des vitesses, mauvaise appréciation des distances, notamment lors des arrêts au feu rouge ou au stop. Virage mal négocié et franchissement dangereux des intersections. Cette expérience tendrait donc à prouver que le permis de conduire, du moins dans sa conception actuelle, n'est pas satisfaisant. Je viens de l'apprendre, il y a bien eu un mort sur l'autoroute A6 près de Pouilly en Auxois où cet après-midi, je vous le disais tout à l'heure, 17 voitures se sont télescopées. Un mort et 14 blessés, c'est le bilan de cet accident dû en partie, semble-t-il, à des giboulées de neige. La circulaire du ministre de l'Éducation nationale recommandant la plus grande fermeté dans les lycées a donné lieu aujourd'hui à une série de réactions. D'une façon générale, les syndicats d'enseignants et les comités d'action lycéens s'élèvent contre les mises en garde de M. Fontanet. À titre d'exemple, le SNES, le syndicat des enseignements du second degré, estime que la circulaire qui brandit un arsenal de sanctions ne saurait constituer une réponse valable aux demandes légitimes de la masse des jeunes.
Quant au syndicat général de l'éducation nationale de tendance CFDT, il dénonce, je cite, la discrimination que l'on veut établir entre les jeunes selon la situation de leur famille, en menaçant, en cas de désordre grave et de grève en particulier, de leur retirer leur bourse. D'autres réactions sont à prévoir à partir de mardi. La trêve de Pâques pourrait peut-être déboucher sur l'amorce d'une solution au conflit des usines Renault. Ce n'est évidemment qu'une impression qui s'est dégagée aujourd'hui à Sandouville, où la tendance était assez nettement à la reprise du travail dans les ateliers. Les organisations syndicales, CGT, CFDT, SO, invitent instamment l'ensemble du personnel à rester sur le parking pour assister au meeting. C'est pas une démobilisation, il y a plusieurs raisons au fait que quelques travailleurs soient entrés au travail ce matin. La première, je crois que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un acompte qui doit être donné dans les ateliers et certainement que certains travailleurs ont voulu aller toucher cet acompte. Et il y a aussi le fait qu'il y a le week-end de Pâques, le lundi férié payé si les travailleurs sont présents la veille de cette journée payée. Ce matin, les effectifs sont d'environ 65%. Si la situation devait rester la même, la production, elle, devrait progresser en fonction du personnel présent. C'est donc un retour à la normale que vous notez ici? Apparemment, oui. La direction générale, avec À Boulogne-Billancourt, syndicats et direction restent sur leurs positions respectives. Aucun contact n'a eu lieu aujourd'hui. En début d'après-midi, 1500 à 2000 ouvriers sont venus, à l'appel de la CGT et de la CFDT, faire le point de la grève et exiger la reprise des négociations. Mais en fait, dépassant le conflit actuel de la régie, les deux centrales, en bouchant les trompettes des grands jours, appelaient à l'extension de la lutte. Comme l'a déclaré Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, au congrès des cheminots à Saint-Étienne, l'action massive et unie de toutes les catégories, l'extension des luttes jusqu'à l'obtention de résultats par des négociations appropriées, voilà notre riposte. Aujourd'hui, plus que jamais, comme la CFDT l'a déclaré en janvier et en mars, la meilleure défense, c'est l'offensive. C'est pourquoi les fédérations de la métallurgie CFDT et CGT se sont rencontrées ce matin. Le principe d'une journée d'action pour le 3 ou le 4 mai est acquis. Cependant, Pour la CGT, qui a envoyé le patron de la Fédération de la métallurgie à ce meeting, il est normal que l'action revendicatrice se développe et elle doit partout aboutir à des négociations favorables aux travailleurs. Notre objectif est clair. Nous voulons négocier pour obtenir satisfaction et négocier partout, à l'échelon de toutes les sociétés et à l'échelon national. Et c'est à ce prix seulement de la négociation et en tenant compte de la volonté des travailleurs que l'action s'arrêtera et nous irons jusqu'au succès. Chez Peugeot, comme chez Renault, il ne faut pas s'attendre à une évolution réelle du conflit avant mardi. Tout au long de cette journée, les délégués syndicaux ont examiné le projet d'accord sur une éventuelle reprise du travail qui leur avait été remis hier par la direction. On n'a aucun détail sur la discussion qui s'est poursuivie aujourd'hui. La Ligue communiste, le mouvement que dirige M. Krivine, vient de lancer un appel à 9 organisations politiques et syndicales, notamment les partis communistes et socialistes, la CGT et la CFDT. La Ligue communiste leur propose de faire, je cite, de la lutte contre les milices patronales un des thèmes de mobilisation du 1er mai. Le juge d'instruction Sablérol a repris aujourd'hui à Paris le dossier du crime de Bruay en Artois. Le magistrat a interrompu ses vacances en raison du rebondissement que vient de connaître cette affaire. Et il aura constaté une fois de plus que le climat passionnel qui entoure l'instruction à Bruay empêche la justice de statuer en toute sérénité. C'est ainsi que les obsèques de la mère de Monique Mayer ont été marquées ce matin par des manifestations pour le moins déplacées. Le meurtrier présumé de Brigitte Devèvre est incarcéré à Paris
Mais à Bruyant-en-Artois, un climat de tension continue de régner. Ce matin, aux obsèques de Madame Mayer, la mère de Monique Mayer, la fiancée du notaire de Bruyant-en-Artois, des centaines et des centaines de curieux sont venus assister à l'enterrement. Pendant ce temps, alors que Jean-Pierre est donc à Paris, en prison, les principaux protagonistes du drame de Bruay restent sur leur position. Ainsi, Madame Devèvre, qui nous a reçus cet après-midi, et le juge Pascal, et puis aussi Maître Gaillot, le notaire de Pierre-le-Roi. C'était peu avant l'enterrement. Des gens venus de la région, d'un peu partout. On attendait la sortie de la famille Leroy, de la famille Mayer. Voici le cercueil de Madame Mayer qui sort de l'église Saint-Martin. Et puis il y a eu un moment de bousculade. Des policiers, des gardes du corps étaient là pour protéger Maître Leroy. Au cimetière de Bruay, c'est l'enterrement. Là aussi, les curieux restent. Voici Maître Leroy, au milieu de deux jeunes filles. Madame Devèvre nous a reçus cet après-midi. Le fait d'avoir trouvé les lunettes, si c'est les siennes, ne prouve pas la culpabilité de Jean-Pierre. Vous ne les reconnaissez pas, ces lunettes, mais votre mari les connaît. Oui, les verres tout au moins. Alors il y a d'autres indices qui manquent, d'autres éléments qui manquent, et les talons. Il me faudrait qu'on retrouve, il faudrait qu'à ce moment-là, Jean-Pierre dise ce qu'il a fait des talons, si c'est lui. Et puis du mouchoir et du peigne, de la petite. Madame Devèvre, vous ne croyez pas que Jean-Pierre est l'assassin de votre fille? Je ne l'ai jamais cru, monsieur. Vous le connaissez bien, Jean-Pierre? Je connais Jean-Pierre, oui. Vous connaissez bien Brigitte? Il connaissait Brigitte, mais le fait de connaître Brigitte Bien sûr. C'était, pour moi, c'était un voisin. C'était un garçon que tout le monde aimait bien. Moi-même, je l'aimais bien. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas lui? Parce que ça ne peut pas être lui. Donc, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il raconte, ça ne tient pas debout. Le Conseil de sécurité des Nations Unies examine en ce moment la résolution franco-britannique condamnant en particulier les récents raids israéliens au Liban. Et j'apprends que cette résolution pourrait ne pas être adoptée. Il lui faut en effet au moins 9 voix et la Chine aurait décidé de mettre son veto au paragraphe condamnant tous les actes de violence. Certainement le résultat de ce vote au Conseil de sécurité dans la soirée. Il n'y a pas eu d'accord à Paris à l'issue des entretiens franco-australiens sur les essais nucléaires français dans le Pacifique. Les deux parties ont simplement fait savoir qu'elles envisageaient une réunion entre experts scientifiques français et australiens afin d'examiner ensemble les problèmes de radioactivité et leurs conséquences éventuelles dans le Pacifique. L'Italie, sévèrement touchée par le mauvais temps, vous l'avez vu au début de ce journal, compte sur le week-end de Pâques surtout pour désamorcer l'agitation sociale et politique. Des événements graves ont échauffé les esprits, en particulier la mort d'un agent de police au cours d'une manifestation et celle des deux fils d'un dirigeant néofasciste. Et il y a les grèves qui freinent considérablement l'activité dans tout le pays. Andreotti va-t'ene, cela veut dire évidemment Andreotti va-t'en. Mais qui peut bien demander un peu partout sur les murs de Rome le départ de M. Andreotti, le président du Conseil italien? Les communistes, les néofascistes, les extrémistes de droite ou les extrémistes de gauche? D'ailleurs, est-ce que M. Andreotti, le président du Conseil, est directement responsable de la situation politique actuelle? Car ce qui est inquiétant, justement, en Italie, c'est que cette situation semble échapper complètement aux partis politiques traditionnels. Ce sont les extrémistes de droite ou les extrémistes de gauche qui se lancent dans une véritable escalade de la violence et qui créent ce climat d'inquiétude, on pourrait même dire cette atmosphère de crise. Milan, jeudi 12 avril, les néofascistes organisent une manifestation. Des jeunes extrémistes, qui d'ailleurs considéraient que le mouvement néofasciste était en train de s'embourgeoiser, des jeunes extrémistes lancent des grenades sur un groupe de policiers. Un agent de police de leur âge, 22 ans, est tué. On assiste alors à de véritables funérailles nationales. Rome, dans la nuit du 16 avril, des extrémistes de gauche mettent le feu à l'appartement d'un secrétaire local du MSI, le mouvement néofasciste de M. Almirante. Bilan de cet incendie, 2 morts, un enfant de 8 ans et un jeune homme de 22 ans. En fait, Milan connaît la violence depuis plusieurs années. On ne compte plus les batailles rangées entre la police et les manifestants
qu'ils soient de droite ou de gauche. Violence également à Reggio de Calabre, pour citer un exemple bien connu. Cette fois, ce sont les néofascistes qui entretiennent un climat de crise autour de revendications purement locales. Ces événements tragiques créent évidemment un climat d'inquiétude. Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que de telles choses soient possibles? Mais la violence s'inscrit dans un contexte plus général de mécontentement provoqué par une hausse permanente des prix. Un journal italien a publié le bilan de 6 mois de hausse de prix. L'huile d'olive a augmenté de 44%, les tomates de 38%, le riz de 37%, pour ne citer que les produits de consommation courante, car les prix des appartements neufs ont augmenté de 18%, parfois même de 57%. La hausse des prix provoque évidemment des grèves pour obtenir des augmentations de salaire. Après la grève des douaniers, c'est la grève des postiers ou celle des contrôleurs d'autobus. Après la grève des ouvriers de la métallurgie, c'est celle des employés de l'électricité. Tous ceux qui vivent en Italie savent très bien qu'à cause des grèves, soit on ne reçoit plus de courrier, soit on ne peut plus toucher de l'argent à la banque. Y aura-t-il bientôt une crise politique? On parle de la démission du gouvernement Andreotti au mois de juin, après le congrès de la démocratie chrétienne. On parle aussi d'un gouvernement de centre-gauche, c'est-à-dire d'une alliance entre les démocrates chrétiens et les socialistes. Tous les partis politiques condamnent en tout cas le MSI, le mouvement néofasciste de M. Almirante, alors que le MSI fait tout ce qu'il peut pour paraître honorable. On évoque déjà les années 20, c'est-à-dire une situation qui a précédé l'arrivée au pouvoir de Mussolini. C'est sans doute très exagéré, mais cela montre bien qu'on est inquiet et surtout qu'on ne sait pas du tout où on va. L'aviation américaine serait sur le point de reprendre ses vols de reconnaissance au-dessus du Nord-Vietnam. Le porte-parole du Pentagone a refusé de répondre précisément à cette question, mais on croit savoir que d'ores et déjà, des appareils américains téléguidés, sans pilote à bord donc, et équipés de caméras, volent au-dessus du territoire nord-vietnamien. Si c'est exact, il s'agirait très certainement d'une mesure de représailles contre les violations par Hanoï du cessez-le-feu, violations en tout cas que ne cessent de dénoncer Américains et Sud-Vietnamiens. Une énorme quantité de stupéfiants, environ 3 tonnes, a été saisie à bord d'un chalutier au large de la ville de Nha Trang, sur les côtes sud-vietnamiennes. Le bateau, en provenance de Thaïlande, transportait clandestinement 3 tonnes donc d'opium, de morphine et d'héroïne. Cette prise est certainement l'une des plus importantes qui ait jamais été faite dans le monde. Après l'échange des ambassadeurs entre la Chine et le Japon au début du mois, les délégations succèdent aux délégations tant à Pékin qu'à Tokyo. Tokyo où les cerisiers sont en fleurs au propre et au figuré. La Chine est intéressée, les relations diplomatiques s'illustrent à l'aide de symboles. Vous vous souvenez sans doute de la diplomatie du ping-pong et aussi de celle du panda, cet ours chinois qui a été offert aux Américains d'abord, aux Japonais ensuite. Eh bien, je crois qu'on peut parler aujourd'hui de la diplomatie des cerisiers en fleurs pour illustrer les relations entre Tokyo et Pékin. C'est bien la saison. Autour du 20 avril, la floraison des cerisiers est à son point culminant au Japon. Le Premier ministre, M. Tanaka, donne traditionnellement à cette date une garden party dont les vedettes sont cette année les 55 membres d'une délégation chinoise qui passe un mois au Japon. Une délégation multiforme qui comprend des diplomates, des ouvriers, des ballerines, des techniciens, des hommes du spectacle. Une délégation qui précède la venue d'hommes politiques. Et le chef de la présente délégation, M. Liao Chengchi, n'est pas venu les mains vides. Je vous parlais des cerisiers en fleurs, eh bien il a apporté de Pékin les fleurs d'un cerisier qui avait été offert en septembre dernier par M. Tanaka lors de son voyage de réconciliation avec la Chine. M. Liao nous dit qu'il est très heureux de sa visite. Il apprécie beaucoup le climat et la gentillesse de l'accueil qui lui sont démontrés ici. Il estime que ce voyage est très utile pour les échanges entre les deux pays. Mais au-delà des protestations d'amitié et des symboles, les matérialisations de ces nouvelles relations entre les deux grands pays d'Asie sont un peu plus lentes à se produire. Exemple, la ligne aérienne entre Pékin et Tokyo n'est pas encore ouverte parce que le Japon maintient ses vols en direction de Formose. Les échanges commerciaux entre les deux pays commencent à peine à se développer parce que la Chine est prudente à s'ouvrir vers l'extérieur, même vers un autre pays asiatique. En fait, on peut dire qu'un peu plus de 6 mois après la reprise de contact, on en est toujours
au moment du dialogue des protestations d'amitié. C'est la phase traditionnelle dans la diplomatie asiatique et l'aspect bulldozer de la politique de M. Tanaka ne peut rien y changer. Tokyo, ORTF. Et Jean Dandy s'est laissé pousser les cheveux. Tout autre chose, inquiétude à Lyon au sujet de la malade qui a subi une transplantation cardiaque le 3 avril dernier. Un communiqué de l'hôpital indique que l'utilisation de médicaments anti-rejet ont provoqué chez la patiente des complications assez graves au cours des 5 derniers jours. Il est probable que nous aurons prochainement un autre bulletin de santé. Dans le monde entier aujourd'hui, vendredi saint, les chrétiens ont célébré l'anniversaire de la mort du Christ. Cérémonie traditionnelle à Jérusalem où des milliers de pèlerins ont refait le chemin de croix à travers les rues de la vieille ville. Cérémonie insolite près de Manille, aux Philippines, où un homme de 31 ans s'est lui-même crucifié devant 4000 personnes. Les souffrances qu'il s'impose régulièrement depuis 5 ans ne durent, rassurez-vous, que quelques secondes. Ses amis le libèrent et lui donnent aussitôt les soins indispensables. À Rome, les fêtes pascales ont commencé dès hier soir avec l'habituelle cérémonie du lavement des pieds. Jacqueline Collins. Non, je crois que nous avons quelques petits problèmes techniques à résoudre. Ce sont des choses qui arrivent, je vais d'ailleurs avoir tout de suite des nouvelles. C'est l'affaire de quelques secondes. Et nous allons voir à Rome comment le pape a procédé à la cérémonie traditionnelle du lavement des pieds. Cette cérémonie commémore le geste du Christ lorsque, en signe d'humilité, il lava les pieds de ses disciples avant le dernier repas en commun, celui de la Cène. 12 enfants, figurant les apôtres, avaient pris place dans la basilique qui est la cathédrale du diocèse de Rome. Mais aujourd'hui, vendredi saint, la mort du Christ a été commémorée dans le monde entier par la liturgie de la Passion. Les fidèles ont participé partout à des chemins de croix, comme celui qui s'est déroulé en début d'après-midi à Montmartre, à Paris. Ce chemin de croix sur les pentes de la butte est traditionnellement fait par des jeunes et des travailleurs. Ils se relaient pour porter une croix du bas de la butte jusqu'au parvis. Station. Jésus interpelle les filles de Jérusalem. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta croix. Ils font le parcours à jeun en signe de pénitence et de solidarité avec les affamés du monde entier. Plusieurs milliers de Parisiens s'étaient joints au cortège et ont gravi la côte derrière les jeunes. Un résultat de sport automobile, pour terminer. Après la première étape du safari de l'Est africain, considéré comme un des rallyes les plus difficiles au monde, en tête les Britanniques Clark et Porter sur une Ford Escort et en deuxième position les Suédois Karlstrom et Bistram sur une Datsun. Troisième, les favoris, en tout cas on pense qu'ils ont de très bonnes chances de gagner, Mäkinen Lindon des Finlandais sur Ford Escort. J'ajoute enfin que la première voiture française, une Peugeot 504, est actuellement en 7e position. Et là-dessus je vous souhaite une excellente soirée.